Bonjour à tous, je suis Anne-Charlotte Monneret, déléguée générale de l'association EdTech France et j'ai le plaisir d'être avec une partie du board ce matin pour animer cet atelier dans le cadre de l'événement de Centre Info, donc sur les 50 ans de la loi de l'or. Et pourquoi est-ce qu'on est là? Pour vous parler d'entreprises innovantes, des EdTech et de notre réseau qui regroupe aujourd'hui un peu plus de 380 entreprises sur tout le territoire et qui ont une mission commune de mettre le numérique au service de l'éducation et de la formation, que ce soit pour les apprenants, pour les formateurs, pour les salariés, pour les managers et toute personne qui cherche à mieux se former aujourd'hui. Donc le secteur de la tech a connu une croissance très forte de par le contexte sanitaire mondial. Ça représente aujourd'hui un peu plus de 10 000 emplois sur le territoire et un chiffre d'affaires des entreprises EdTech de un peu plus d'1 milliard. Et surtout, ça a accéléré la transformation des organismes de formation sur le territoire français et en Europe. Donc la question qu'on va se poser aujourd'hui ensemble, c'est comment justement ces entreprises EdTech innovantes peuvent accompagner au plus proche les transformations de la formation professionnelle, que ce soit au sein des entreprises ou au sein des organismes de formation. Une transformation qui est d'actualité avec un contexte de relance favorable, soutenu par les pouvoirs publics, avec le plan de relance du Haut Commissariat aux compétences, sur lequel peut-être vous aurez des questions après. Donc pour décrypter ces enjeux, on a la chance d'avoir 3 experts aujourd'hui avec nous. Aymeric de Sartre, qui est le fondateur de Pitchboy, qui est membre du conseil d'administration EdTech France, Yannick Raffnel, qui est le coprésident de notre réseau et qui est expert en blended learning et cofondateur du Learning Show, et Antoine Amiel, qui est aussi membre du conseil d'administration EdTech France et fondateur de Learn Assembly. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, je modère en même temps, donc s'il n'y a pas une réaction immédiate, ne vous inquiétez pas, on prendra les questions à la fin pendant 20 bonnes minutes, donc vous aurez tout le temps d'échanger avec nous. On commence, c'est parti. Yannick, première question pour toi. Je parlais de la crise, je parlais d'accélération, de transformation. Est-ce que tu peux revenir sur cette étape importante pour les organismes de formation? Comment la pandémie Covid a été un accélérateur pour justement la transformation des organismes de formation en France vers le digital? Alors, c'est vrai, on a pu faire ce constat pendant des années avant cette crise. Eh bien, nous étions tous des travailleurs de l'ombre. Nous étions à aller construire des ressources, des dispositifs et aussi à aller porter cette parole que utiliser le digital en formation, c'était quelque chose qui allait être absolument important et incontournable. Eh bien, évidemment, avec cette crise, cette notion d'utiliser le digital dans la formation est devenue une évidence pour tout le monde. Et ce que l'on a pu remarquer, c'est qu'il y a vraiment un avant et un après à ce niveau-là. Que ce soit des citoyens au travers de leurs enfants pour l'éducation, que ce soit pour les étudiants, que ce soit dans l'entreprise, le digital est devenu incontournable. Par contre, ce que l'on a pu voir, c'est que cette crise a impacté les organismes de formation et, de manière plus générale, toutes les organisations de manière très différente, suivant leur niveau de préparation et d'anticipation. Grosso modo, il y a 2 cas de figure. Soit ces organisations étaient prêtes, avaient déjà investi ce domaine, avaient déjà embarqué les équipes dans la construction de dispositifs, de modalités qui utilisent le digital, et dans ce cas-là, elles ont pu très facilement switcher et aller intégrer toute cette notion du distanciel, mais c'était une très petite partie, ou bien elles étaient prises de court et il leur a fallu improviser et répondre à une injonction que nous avons tous entendue qui était il faut assurer la continuité pédagogique. Et cette continuité pédagogique, elle s'est faite en utilisant ce qu'on pouvait, c'est-à-dire en utilisant ce qui était le plus simple. Et souvent, ça s'est traduit par du Teams, du Zoom, du Google Meet, bref, de la classe virtuelle.
Et là, eh bien, on a de ce fait eu des réactions tout à fait étranges et particulières de la part des acteurs, puisque il y a eu d'un côté cette satisfaction de pouvoir avoir le, des enseignements, des formations, donc du contenu pédagogique, et de l'autre côté, eh bien, on a eu une énorme frustration et des grandes difficultés puisque utiliser simplement le digital dans cette modalité de la classe virtuelle était quelque chose qui, en urgence, pouvait être extrêmement utile, et ça l'a démontré, et qui, par contre, à moyen terme, à long terme, a prouvé que c'était quelque chose qui était extrêmement difficile à vivre pour tous les acteurs. Et donc, on le voit bien, c'est quelque chose qui ne peut pas continuer simplement dans cette dimension-là. Et de ce fait, eh bien, on a une grande transformation qui est en cours, mais qui va se poursuivre et qui laisse maintenant vraiment place à des vraies innovations technologiques et pédagogiques pour pouvoir maintenant utiliser le digital dans tout ce que cela peut apporter en termes de puissance, de transformation des pratiques pédagogiques. Ce qu'il faut dire, c'est que là, pendant ces 2 années, des études ont été faites. On a à peu près que 30% des organismes de formation qui ont basculé en 100% digital. Et lorsqu'on interroge les organismes de formation, ils ne sont aussi que 30% à dire qu'ils vont continuer à ne faire que du 100% digital. 100% digital avec vraiment uniquement du e-learning. Donc, on voit que c'est une très, très grande transformation, que la crise a été vraiment un accélérateur, mais surtout une sollicitation à aller maintenant faire des transformations de fond. Merci Yannick pour ça. Donc tu revenais donc sur cette transformation choisie et subie. Et si on se penche plutôt du côté des apprenants, parce que là tu étais côté organisme de formation, les besoins des apprenants évoluent de plus en plus vite. Hein. On sait que les compétences dures, les hard skills se périment. Est-ce que tu penses que les demandes de formation vont être de fait plus en plus nombreuses? Enfin, comment tu vois justement cette question de l'obsolescence des compétences? Oui, ce qui est certain, c'est que, d'accord, là, il a fallu aller mettre des nouvelles modalités, mais ce que l'on sait, c'est que la place de la formation dans le travail va devenir de plus en plus importante. Des études faites par McKinsey aux États-Unis, par exemple, disent qu'en 2030, c'est-à-dire demain, la part de la formation va représenter 30% du temps de travail. C'est énorme. Quand on regarde les causes de ça, mais c'est très simple, c'est qu'avant, on avait une durée de vie des compétences qui était longue, on les accumulait. Plus on évoluait dans le temps, plus on accumulait des compétences. Et on devenait des experts dans des domaines sans avoir besoin de se former, parce que c'était simplement au travers de son travail. Désormais, en ce moment, partout sur le monde, l'essentiel des compétences, eh bien, leur durée de vie est simplement au maximum de 3 ans, parfois même réduite à 3 mois. Ça veut donc dire que si on veut maintenir ces compétences, il faut les gérer comme un flux. Il faut en permanence être en train de se former. De ce fait, les temps de formation vont exploser, et ils explosent déjà, de la formation formelle ou informelle, la formation sur le temps de travail, sur le lieu de travail, dans les conditions du travail, avec des dimensions tout à fait passionnantes aussi, qui vont continuer à se développer avec l'AFEST, avec vraiment tout cet accompagnement ou le peer-to-peer, la formation entre pairs au sein des entreprises. Donc ça, c'est vraiment des phénomènes qui vont de plus en plus prendre de place. Et l'autre élément, c'est que de ce fait, on attend de la formation maintenant qu'elle soit capable
d'apporter des preuves de son impact. Avant, on mesurait la formation et même le digital dans son usage était utilisé principalement pour pouvoir aller distribuer des contenus de formation et mesurer le temps de formation. L'unité temps, l'heure, le jour de formation, c'était vraiment la donnée essentielle. Les LMS ont été construits autour de ça et on voulait avoir des justificatifs du temps passé en formation. La valeur de la formation a été regroupée autour de cette notion, cet indicateur du temps. Cet indicateur n'a plus aucun sens en 2022. Aujourd'hui, au contraire, pouvoir faire une formation qui soit très courte, mais qui ait un impact très fort, a beaucoup plus de valeur qu'une formation qui serait plus longue. Ça veut donc dire que le déplacement et la transformation dans la formation se traduit maintenant par cette nécessité de pouvoir mesurer l'impact dans le métier, parce que de plus en plus, c'est le métier qui commande la formation et qui souhaite avoir de mobiliser tous les moyens technico-pédagogiques qui vont permettre réellement de faire une formation qui soit impactante, donc qui développe des réelles compétences des collaborateurs en situation de travail. Merci Yannick. Il y a une question chat qui demande un exemple d'une compétence qui se périme au bout de 3 mois, si jamais tu as une idée. Sinon, ça sera pour plus tard. Data analyst, data scientist, data scientist, si on n'est pas au fait de tous les nouveaux algorithmes, de tous les nouveaux outils, eh bien, 2 ou 3 mois, si on n'a pas fait de la veille, de la curation, si on ne s'est pas maintenu vraiment up-to-date, eh bien, on est complètement déjà à côté de ce qui est attendu par le marché. Merci beaucoup. Et je pose maintenant une question à Antoine sur un point que tu as abordé, Yannick, qui est donc l'évaluation de la formation et comment est-ce qu'on mesure son impact. Antoine, est-ce que tu pourrais nous dire avec ton prisme comment la réforme et les évolutions du secteur ont bousculé justement cette manière d'évaluer la formation? Oui, bien sûr, avec plaisir. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci beaucoup. Effectivement, comme l'a dit très, très justement Yannick, la transformation de la formation, elle a été forte et accélérée, on va dire, par la crise et par la réforme. Et ce qu'on voit, un point auquel j'attache beaucoup d'importance, qui est effectivement l'évolution des pratiques d'évaluation. Alors, d'une part, il y a Calliope, qui concerne tous les organismes de formation et avec un certain nombre de critères sur la question de l'adaptation aux besoins des futurs stagiaires, sur la question également de l'évaluation. Il y a ce point-là. Il y a la question ensuite du CPF, où aujourd'hui on voit que les critères d'évaluation vont de plus en plus être pris en compte pour mettre en avant ou ne pas mettre en avant certains acteurs et que ça va devenir un enjeu. Et après, dans la formation en entreprise, là aussi, on voit que les budgets sont un peu en tension et que les DRH qui commandent des actions de développement des compétences cherchent des indicateurs, veulent des indicateurs et que ça reste encore peu développé. Donc, globalement, il y a pour toutes ces raisons, quelles que soient finalement les publics cibles qu'on soit sur de la formation financée par le PRF avec des conseils régionaux, via le CPF, via l'entreprise, ces questions-là, on les retrouve un peu partout. Déjà, il y a un premier point qui est aujourd'hui, on évalue souvent la satisfaction, ce genre de choses, ce qui est évidemment toujours intéressant, mais on l'évalue souvent post-formation, alors qu'en réalité, on pourrait l'évaluer tout au long de la formation, pendant la formation, pour déjà prendre le pouls des stagiaires, des apprenants. Et après, le deuxième point, le vrai enjeu, c'est l'évaluation des compétences. Donc, c'est toute l'approche par compétences qu'on va pouvoir développer. Et là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Les startups proposent des choses. Il y a aussi des choses qui sont sans technologie, en fait, qui sont plus liées à des postures et à des manières de former. Et donc, premièrement, à mon avis, un premier enjeu, c'est toute l'évaluation amont, c'est-à-dire comment on va modulariser les parcours, par exemple, en proposant certains modules ou certaines ressources pédagogiques en fonction d'un positionnement de compétences, à partir d'un référentiel de compétences, de manière à, du coup, réduire le décrochage qu'il peut y avoir sur certains parcours de formation, réduire le désengagement et éviter un peu l'effet tunnel que peut avoir parfois la formation, sachant que c'est une attente très forte des individus d'avoir à la fois de la personnalisation et en même temps de l'accompagnement individuel, de l'humain, du tutorat. Donc toutes les pratiques d'évaluation amont pour mieux orienter, mieux flécher sont, je pense, très pertinentes et peuvent se faire avec différents types d'outils. Évidemment, l'évaluation ensuite aval du transfert concrètement en situation de travail. Ça, c'est quelque chose qui est peu
peut encore développer. Alors c'est vrai que c'est compliqué de dire que quelqu'un a changé sa manière de travailler ou ses pratiques parce qu'il a suivi une formation. C'est bien sûr la formation, mais c'est aussi son manager, son environnement de travail, plein d'autres choses qui vont faire qu'on peut concrètement appliquer et donc développer une vraie compétence. Mais néanmoins, on peut évaluer l'application en situation de travail d'un certain nombre de compétences, et des modalités pédagogiques, blended ou digitales, permettent de le faire quand même de mieux en mieux, de récupérer des données qu'on va pouvoir analyser, de voir s'il y a une vraie mise en mouvement des participants. Pour vous donner un exemple, j'étais la semaine dernière à un jury d'un concours d'innovation pédagogique organisé par une grande entreprise, et les questions qui revenaient systématiquement étaient comment évaluer les changements de comportement, comment évaluer les modifications de pratique. Et souvent, dans l'ingénierie de formation, on a tendance à concevoir sa formation, à la faire, et on considère que le travail s'arrête là. Et de plus en plus, les entreprises et les financeurs vont attendre d'autres types d'indicateurs. Donc, je pense que c'est intéressant de muscler son jeu, entre guillemets, sur ces sujets-là, dans le cadre de Calliope, mais pas que. Donc voilà, quelques exemples d'éléments qu'on peut mettre en avant sur le sujet de l'évaluation. Et du coup, donc, tu nous dis en fait qu'on doit développer des nouvelles compétences en interne pour réussir à mettre en place cette évaluation, en fait, que ça nécessite un travail indépendant au contenu de la formation en soi. Oui, effectivement. Alors, il y a les compétences d'évaluation, elles sont à développer. Dans les compétences d'évaluation, il y a une partie qui est, si on fait des blocs de compétences, parce qu'on aime bien faire des blocs de compétences dans le monde des compétences, il y a la partie data, donc vraiment avoir le réflexe de penser à la donnée, en fait. Où est-ce que je vais collecter des données? Comment je vais les anonymiser et me mettre en conformité avec le RGPD et toutes les règles? Et puis ensuite, comment je les analyse, ces données-là? Effectivement, comme l'a dit Yannick, savoir qu'un apprenant a passé 12 heures sur un module, en fait, c'est peut-être parce qu'il est parti discuter avec son collègue à la machine à café, qu'il a oublié de se déloguer de la plateforme. Et donc, en fait, ces 12 heures ne vous apporteront rien, en fait, en termes d'enseignement sur la qualité de votre formation et le niveau d'implication de la personne. En revanche, savoir que des personnes, après, par exemple, 4 jours en présentiel, ont fait une activité en ligne avec une activité de groupe ou une activité individuelle, ben là, vous avez des données qui vous permettent de mesurer la progression, le niveau de difficulté. Et en tant que formateur et en tant qu'ingénieur pédagogique, vous allez pouvoir analyser ça en temps réel et peut-être adapter votre parcours. Donc ça, c'est intéressant, je pense. Alors, ça se heurte à des enjeux de financement derrière. Voilà, donc c'est bien sûr la formation, rappelons-le, c'est un marché administré, réglementé, donc c'est parfois le problème des startups EdTech de dire on peut faire ci, on peut faire ça. Et bien sûr, dans la réalité, c'est un peu plus compliqué puisqu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais néanmoins, il y a ces compétences d'évaluation qui sont effectivement très importantes. Et si on élargit un petit peu plus globalement sur les compétences pour les organismes de formation, voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a effectivement la compétence digitale à internaliser, à acquérir. Et à démystifier aussi. Aujourd'hui, on peut faire des choses digitales et hybrides de manière assez simple, sans avoir à développer forcément des compétences très poussées en informatique ou en numérique. Et donc, il faut aussi démystifier ça, s'approprier tous les nouvelles modalités et les outils qui sont proposés, le faire. Et c'est aussi une manière de maîtriser les coûts, puisque quand on est un organisme de formation, alors tout dépend de sa taille, mais on n'a pas forcément des sommes importantes à investir dans une transformation digitale. Le digital, ça peut coûter cher dans certains cas, et ça peut vite coûter cher quand on fait les mauvais choix, qu'on choisit des mauvaises plateformes qui ne vont pas être utilisées, quand on investit dans des digitalisations de contenu qui ne correspondent pas forcément aux besoins des apprenants et qu'on aura du mal à utiliser. Et donc, on peut arriver à faire des choses, je pense, de qualité et frugales, mais pour ça, il faut internaliser cette compétence et la prendre au sérieux. Et dernière question, Antoine, est-ce que tu distingues ton discours pour les deux types de publics que sont les cadres versus un public un peu plus éloigné de l'emploi? Oui, évidemment, et bien sûr. Hein, et puis, je pense qu'en plus, non seulement il faut bien sûr distinguer les approches pédagogiques pour ces publics-là, mais en plus, c'est même en train de devenir un fossé entre les deux, qui est en train de s'accentuer. Et la crise a accentué l'écart entre les pratiques de formation à destination de demandeurs d'emploi, dans le cadre de formations qualifiantes, certifiantes, donc ça peut être du titre niveau 4 à niveau 5-6, on va dire, et la formation en entreprise, notamment dans les grandes entreprises, qui, elle, peut s'affranchir d'un certain nombre de contraintes de financement, qui peut s'affranchir d'un certain nombre de contraintes tout court, et qui propose des choses qui sont de plus en plus variées. Voilà, donc ce qu'on voit dans l'entreprise, dans la grande entreprise, c'est, première tendance, c'est proposer un catalogue un peu massif de cours digitaux sur un peu tous les sujets pour favoriser l'auto-formation. Donc ça, c'est un premier niveau, on va dire, c'est plus de
de l'acculturation et de l'inclusion, mais ça correspond à un besoin et certaines personnes aiment ça. Ensuite, clairement, il va y avoir massivement de l'hybride, donc c'est-à-dire des parcours qui peut-être autrefois étaient pensés en 8 jours en présentiel. Maintenant, on va avoir 4 jours de présentiel et des temps courts, synchrones et asynchrones à distance pour se former, avec des apports en réalité virtuelle ou des apports d'autres modalités. Donc beaucoup plus un vrai travail sur le design pédagogique et l'impact, très clairement. Et puis après, il y a beaucoup d'entreprises qui aussi montent leur propre CFA pour pouvoir des métiers en tension. Orange a 2 CFA, enfin pour ne citer qu'Orange, Pierre Fabre, Accor, enfin on peut les citer, voilà, vitam aeternam. Donc tout ça, c'est pas forcément très bon pour les organismes de formation, puisque, à mon sens, peut-être que vous ne serez pas d'accord, ce serait intéressant d'en discuter, parce qu'aujourd'hui, en fait, beaucoup d'entreprises développent des compétences d'organismes de formation. Et aujourd'hui, 30% des OF sont des OF adossés à des entreprises. Donc c'est quand même une tendance non négligeable. Il y a une étude du CEREC sur le sujet très détaillée que je vous invite à lire si ça vous intéresse. Donc ça, c'est pour l'entreprise, la grande entreprise, plutôt, ou ETI, PME. Alors la petite PME, c'est la grande oubliée de la formation, donc ce n'est pas la peine d'en parler. Et pour la formation des demandeurs d'emploi, donc là, on reste sur des dispositifs type PIC, Pôle emploi ou PRF, conseils régionaux, avec un certain nombre de contraintes pédagogiques et de modèles de financement, avec des entrées qui se font par session, parfois très lentes, avec des cahiers des charges assez complexes auxquels répondre. Parfois, on doit envoyer les feuilles de présence en papier. Donc, en fait, les startups EdTech peuvent proposer des choses, mais si le financeur lui-même ne change pas, ça ne changera pas grand-chose. Donc, je pense qu'on doit s'allier en fait pour trouver des solutions et faire gagner du temps à tout le monde. Et donc, effectivement, là, on voit une vraie difficulté à capter, à intégrer, à animer un public parfois moins habitué à se former à distance, moins à l'aise. Et donc, comment on va faire de la médiation, du tutorat, du mentorat pour maintenir en fait l'engagement, s'assurer qu'il y a un vrai développement de compétences. Et on voit que, par exemple, si on prend l'exemple de Pôle emploi et des marchés publics 100% à distance, qui ont été attribués à la fois à des acteurs historiques et à des nouveaux acteurs de la formation digitale, on voit que l'enjeu du mentorat, l'enjeu de l'accompagnement humain, en fait, au-delà de la plateforme et de la partie EdTech, c'est ça qui fait la différence. Et donc, ça va continuer à être un enjeu très très important. Donc voilà. Mais clairement, c'est pas les mêmes modalités pédagogiques, les mêmes manières de se former, le même niveau d'autonomie, les mêmes modèles de financement. Et donc, c'est aux OF d'évoluer et aux startups EdTech aussi de bien comprendre la culture et l'environnement dans lequel travaillent les organismes de formation pour s'adapter, adapter leur discours et pour, finalement, voilà, prouver leur utilité en quelque sorte. Les personnes sont d'accord avec toi dans le chat et insistent aussi sur le fait qu'il y a une distance grandissante qui se crée entre l'apprenant qui s'est réénergisé, qui est beaucoup plus autonome et qui sait pourquoi il se forme, et le contexte du travail avec une posture managériale qui a du mal à se transformer et un environnement de travail qui n'a pas forcément changé. Donc les gens ajoutent ce paramètre à tout ce que tu as dit. On reviendra peut-être après dessus. Je passe à Yannick maintenant parce que donc, Antoine nous dressait les tendances côté organisme de formation et entreprise. Si on passe côté EdTech justement, est-ce que Yannick, tu peux nous détailler quelles seraient les tendances qui vont être les plus impactantes pour les organismes de formation dans les années à venir pour continuer à former au mieux? Alors, la première des tendances, celle dont parlait tout de suite aussi Antoine, qui est maintenant outillé par les entreprises EdTech, c'est le fait d'avoir des dispositifs hybrides, le fait d'avoir des plateformes qui vont permettre vraiment de gérer des expériences qui vont mélanger vraiment toutes les comodalités en physique, en distanciel, en présentiel, qu'on va plus opposer en humain et en digital, que là aussi on ne va plus opposer, mais réussir à intégrer dans les dispositifs du mentorat, du tutorat, réussir à mettre pourtant tout le potentiel apporté par le digital et tout ça dans un même environnement, c'est vraiment le grand défi aujourd'hui des entreprises EdTech. Avec aussi une autre chose, c'est qu'il n'y a pas une bonne solution, il n'y a pas une approche qui serait technique ou technologique ou technico-pédagogique qui serait valable pour tout le monde. Donc, on voit apparaître maintenant des niches qui sont toutes les unes à côté des autres et qui chacune vont apporter des choses absolument passionnantes pour faire de l'ingénierie de formation, l'ingénierie de dispositif,
Première brique, c'est la pédagogie par projet. Les apprenants ont besoin d'avoir du sens, ont besoin d'avoir les mains dans le cambouis, de savoir pourquoi ils apprennent et de faire les choses. C'est ce qu'on appelle le learning by doing. Et bien pour ça, il y a tout un tas d'applications qui vont vraiment permettre de faire de la formation orientée projet avec des activités pédagogiques dans lesquelles, soit seuls, soit en groupe, les apprenants vont pouvoir produire des contenus, les publier, les mettre en ligne et avec des notifications qui les invitent à travailler au quotidien et à mettre en application ce qu'ils apprennent au fur et à mesure. Donc ça, c'est une tendance vraiment de fond. Deuxième tendance, eh bien, on l'a dit tout de suite, c'est justement l'usage du mobile. Et cet usage du mobile, ça va pouvoir aller aussi vers ce qu'on va appeler le quick learning, c'est-à-dire pouvoir recevoir des éléments de contenu sous forme de cartes, sous forme de notifications, sous forme vraiment de modules qui sont découpés, qui vont permettre d'apprendre au fur et à mesure, en fonction de ses disponibilités, au fil de l'eau, et pouvoir non pas prendre les éléments comme un bloc, mais comme autant de morceaux que l'on va agréger et réutiliser. Troisième grosse tendance qui s'applique aussi justement avec ces ressources qui sont modularisées, c'est tout l'apport des sciences cognitives et qui va permettre d'aller développer de l'adaptive learning. C'est le fait de pouvoir aller assembler ces modules de manière dynamique en fonction des réactions des apprenants, en fonction de leur profil, en fonction de leur mode d'apprentissage. C'est comment réussir à renforcer la mémorisation, par exemple, de notions, parce que le dispositif va envoyer au fur et à mesure les contenus en fonction des erreurs faites par les apprenants pour pouvoir maintenir au fil de l'eau un niveau de maîtrise des contenus qui va, au travers du temps, se consolider. Donc là, on a vraiment des éléments qui sont extrêmement puissants pour pouvoir développer et le plaisir d'apprendre et l'efficacité avec ce que disait tout de suite Antoine, cette question clé, à savoir comment aller mobiliser l'envie d'apprendre et comment réussir à fidéliser les personnes pour faire qu'ils ne décrochent pas au fil de leur parcours. C'est l'enjeu numéro 1 de la formation. Allez, il y en a 3 enjeux. C'est comment leur donner du plaisir, comment réussir au fur et à mesure à leur donner du sens et les garder dans le dispositif, et comment traduire ce qu'ils apprennent en compétences en faisant ce transfert pour pouvoir faire un véritable développement des compétences. Si on articule ces 3 éléments, eh bien, on arrive à avoir des choses extraordinaires. Et là, les solutions EdTech viennent chacune outiller ces étapes-là fondamentales qu'il faut savoir associer pour pouvoir construire un dispositif qui fonctionne bien. Merci Annick. Et on parle beaucoup aussi en tendance de réalité virtuelle et de réalité augmentée, hein, ce n'est pas la même chose, avec les annonces liées au métaverse et l'essor des casques Apple. Quels sont les impacts que l'on peut prévoir selon toi sur la formation avec ces deux technologies qui ne sont pas nouvelles d'ailleurs? Alors c'est vrai que là, au travers de ça, on aborde d'autres modalités d'apprentissage qui sont très intéressantes et qui sont très disruptives. Pourquoi? Parce que avec la XR, donc la XR c'est la réalité augmentée et la réalité virtuelle, eh bien on a une manière d'apprendre qui est très différente. Ça ne passe plus par simplement une connaissance, on va dire, cognitive des éléments. On va passer par une immersion qui va avoir un impact sous forme d'expérience proprioceptive et émotionnelle. Ça mobilise tout le corps. C'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on vit la situation. On est dans un moment où tout le corps, physiquement et psychologiquement, va vivre la situation, aussi bien d'essayer de construire, d'aller poser un compteur électrique. Si on ne respecte pas le process et si on fait une bêtise, eh bien, le courant qu'on va se prendre, on va vraiment le sentir, d'accord? Et on va le sentir parce que ça va vibrer et la tête va associer ça à l'erreur et va comprendre qu'on a fait une erreur. Donc, aller utiliser la réalité virtuelle
comme moyen d'apprentissage, c'est offrir une salle d'entraînement dans laquelle tout est possible, dans laquelle on peut faire les erreurs à volonté, on peut apprendre par l'erreur là aussi, et on va pouvoir, au fur et à mesure, réussir à changer ses comportements, à construire des schèmes mentaux qui permettent vraiment de développer des compétences. Mais attention, même si c'est une expérience qui est extrêmement solitaire, parce qu'on la vit vraiment dans son corps, dans sa conscience, c'est pas quelque chose qui doit être vécu seul, parce que c'est quelque chose qui nécessite là aussi, une nouvelle fois, d'être accompagné. C'est là où on va tirer le maximum de la puissance de cet outil extraordinaire du casque de réalité virtuelle, s'il y a une verbalisation qui est faite avec un formateur accompagnateur. C'est quelque chose qui peut être vécu en groupe, parce que là aussi, ce qui est vécu par l'un, eh bien, le groupe peut le débriefer et le groupe peut apprendre des réactions de la personne qui avait le casque. Et chacun, à son tour, va pouvoir passer avec le casque et pouvoir ramener cette dimension sociale. On apprend avec et par les autres, c'est fondamental. Il n'y a que quelques personnes, très peu de personnes, 6 à 7% de la population est capable et câblée pour pouvoir se former seul et apprendre seul. Et on dit que ces personnes ont cette compétence d'autodidaxie, mais pour les autres, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, la réalité virtuelle est aussi quelque chose d'intéressant, à condition, là encore une fois, de le faire par groupe. Alors, tu as dit tout de suite aussi, dans ces annonces, il y a le métavers, et là, moi, je perçois le métavers tel qu'il est présenté, puisque c'est quelque chose où on a déjà plus de 250 entreprises qui proposent des interfaces de rassemblement de public sous forme de métavers. Donc, ce n'est pas du tout une nouveauté, c'est quelque chose qui existe déjà depuis quelques années. C'est une interface d'un dispositif de formation dans lequel on va pouvoir se déplacer, dans lequel on va pouvoir aller rencontrer les autres, chercher du contenu. Donc, c'est quelque chose qui est potentiellement tout à fait intéressant en termes d'interface, de communication. Je veux mettre quand même quelques freins techniques aujourd'hui. D'abord, c'est que tous ces métavers utilisent uniquement des avatars. Il faut accepter de passer par ces avatars qui sont quand même très simplistes, qui ont quand même beaucoup de mal à transcrire des émotions. Or, dans la rencontre à l'autre, c'est quand même aussi cette notion émotionnelle. Ça serait des photos, ça serait en live, ça marcherait très très bien, mais ça nécessiterait des tuyaux énormes et une puissance que n'ont pas les réseaux aujourd'hui, et même avec la 5G, je ne suis pas certain, et on va dire environnementalement, je ne suis pas sûr que ça soit une solution extraordinaire. C'est aussi souvent une interface qui est très gamifiée, très bien pour certaines personnes, certaines populations qui s'y retrouvent très bien, et qui peut être tout à fait déconcertante et rebutante pour d'autres. Mais voilà, c'est quelque chose qui va évoluer forcément dans les années à venir. Et ce qui est intéressant pour finir, c'est l'autre annonce, celle que l'on attendait depuis 3 ans. Parce qu'il y a 3 ans, Apple a dit, en 2022, nous allons sortir un nouveau device, donc un nouveau objet qui va remplacer le téléphone, le smartphone et l'iPhone. Donc ça, c'est cette promesse que l'on a depuis 5 ans, ça y est, on y arrive, ça se précise, donc d'ici, il y aura certainement du retard, mais fin 2022-2023, on aura une interface sous forme de lunettes de réalité virtuelle ou de casque, on ne sait pas encore exactement, de réalité augmentée, et qui va apporter quelque chose de très très intéressant dans le monde de la formation, parce que la réalité augmentée, c'est le fait par exemple de rassembler des étudiants avec un enseignant et dans une salle, alors qu'on est debout, on est en train de discuter, on va pouvoir faire apparaître des objets, on va pouvoir on va pouvoir les manipuler, on va pouvoir se déplacer dans l'espace autour, en parler et faire que ça soit un objet transactionnel entre le groupe et le formateur, et ça ouvre une dimension énorme. Et en formation professionnelle, pouvoir aller travailler sur une machine avec ce type de casque ou de lunettes et d'avoir au fur et à mesure toutes les informations qui, au fil de l'eau, vont nous permettre d'apprendre en faisant, parce que les informations dont on a besoin pour pouvoir réussir à faire les gestes vont nous être apportées en prenant en compte ce qu'on est en train de faire là où on est, ça va révolutionner l'apprentissage sur le tas, sur le terrain. Ça va être quelque chose d'extrêmement puissant. Et là,
on n'est qu'au début, mais évidemment, c'est quelque chose qui va se développer de façon très très forte. Merci Yannick, je me tourne vers l'expert du groupe sur ce sujet, Oméric. Oméric, j'ai quelques questions pour toi qui émanent du chat. Est-ce que déjà, tu pourrais revenir rapidement sur la différence entre réalité virtuelle et réalité augmentée, parce qu'il y a quelques personnes qui ont besoin de la base. Nous dire ce que tu penses de la réalité augmentée en termes d'apport à la formation, parce qu'on nous demande si les technologies sont au point et si ça fonctionne. Et côté réalité virtuelle, il y a une question aussi qui nous dit que ça fait 10 ans que c'est là et que ça fonctionne pas de manière pérenne, que c'est une sorte d'effet waouh. Donc 3 questions en une. La différence, est-ce que c'est au point sur la réalité augmentée? Est-ce que la réalité virtuelle, c'est que de l'effet waouh, ou est-ce que c'est en train de changer pour compléter ce que nous a dit Yannick? Alors, première question. Est-ce qu'on va les prendre une par une? Tu peux me la reprendre. Première question, c'est quoi la différence entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle? Très bien. Alors, bonjour à toutes et à tous. La réalité virtuelle, on va avoir un casque qui va nous permettre d'être plongé, d'être complètement immergé dans un univers qui est 100% virtuel. Donc, on est coupé de la réalité. Et petite mesure de sécurité, c'est important quand on fait de la réalité virtuelle d'être dans un environnement où on a un espace délimité pour ne pas se cogner, etc. Parce que l'objectif, c'est justement d'amener le cerveau, le conscient, dans un univers qui va être complètement virtuel. La réalité augmentée, on va avoir une paire de lunettes, ou alors ça peut être au travers de son téléphone, de sa tablette. On va venir au travers de l'écran, donc dans le réel, apposer du virtuel. Et donc c'est ce que disait Yannick quand il disait on va pouvoir interagir, c'est que vous aurez peut-être demain une paire de lunettes avec des verres complètement transparents, mais au travers de ces verres, vous allez pouvoir voir des éléments qui vont flotter dans l'air avec lesquels vous allez pouvoir interagir. Et donc ça, les deux combinés, représentent une industrie qu'on appelle l'industrie du XR. Parfait, très clair. Et donc, première question sur la réalité augmentée. Quel est l'apport vraiment de manière concrète sur la formation, et est-ce que les technologies sont au point selon toi? On a aujourd'hui, alors il y a de plus en plus de solutions qui utilisent la réalité augmentée. Vous avez, oui, des technologies qui sont au point, qui fonctionnent, avec des apports pédagogiques qui sont réels, de la data, on en parlait tout à l'heure, qui vont permettre de suivre justement quels sont les réflexes, quels sont les mouvements, quelles sont les erreurs qui sont commises, et donc après de pouvoir mettre les actions correctives en face. Et ce qui a manqué jusqu'à présent, jusqu'à il y a les 3 dernières années, les 4 dernières années, c'était justement le matériel, le hardware, tel qu'on l'appelle communément. C'est-à-dire que si vous avez un iPhone 8, eh bien vous êtes sur la toute première génération à avoir la technologie capable d'afficher de la réalité augmentée. Si vous avez un iPhone 6, eh bien vous êtes déjà bloqué. Et ces technologies-là, la puissance de nos téléphones, de nos tablettes s'améliorant de génération en génération, eh bien on a des expériences qui sont de plus en plus fluides, avec en plus couplé des bornes 4G de plus en plus faciles, un Wi-Fi de plus en plus puissant, et demain la 5G. La 5G couplée avec un casque d'Apple, on sait qu'Apple ne sort jamais de produits approximatifs, eh bien là vous allez pouvoir avoir des expériences, ou en tout cas des plateformes pour que les éditeurs de logiciels, les éditeurs d'expériences, y compris dans la tech, vont pouvoir proposer des expériences de plus en plus réalistes et avec un contenu, une expertise pédagogique de plus en plus forte. Donc personnellement, je suis très enthousiaste sur l'avenir avec l'utilisation de ces technologies-là. Génial. Et côté réalité virtuelle, il y a un internaute qui nous dit qu'il ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas en France, alors que la technologie est là depuis une dizaine d'années comparée à d'autres pays, notamment sans doute à cause du coût aussi du casque. Est-ce que tu as un regard sur ce qui se passe dans les autres pays et une analyse du marché français sur la réalité virtuelle? Oui, d'autant plus que quand on a commencé notre activité côté Pitch Boy, on a commencé avec la réalité virtuelle. Donc je vous laisse imaginer le désespoir de nos investisseurs quand on l'a dit on va quitter la réalité virtuelle, qui était ce pourquoi ils avaient investi. La raison en fait qui est un frein pour la réalité virtuelle, c'est comme pour la réalité augmentée. Déjà le matériel, donc la puissance des casques. Si vous prenez la toute première génération de casques qui a vraiment démocratisé la technologie, c'était l'Oculus Go. Sauf qu'à l'intérieur d'un Oculus Go, vous avez la puissance d'un iPhone 4. On en est au 13. Donc je vous laisse faire la comparaison. Aujourd'hui, vous avez des casques qui sont à 350, 400 $, qui sont ultra puissants, qui vous permettent d'être en sécurité quand vous le mettez, c'est-à-dire qui détectent tout votre environnement autour de vous, et de vivre des expériences qui sont ultra réalistes. Par contre, dans les applicatifs, il y a aujourd'hui 2 types d'applicatifs.
il y a énormément de jeux, et c'est ce qui pousse aujourd'hui le marché, surtout auprès de la grande consommation, du B2C. Et après, dans l'univers de la formation, eh bien, on va être davantage sur tout ce qui va être les gestes techniques. Un exemple très simple, quand vous êtes un concessionnaire automobile, ou du moins un fabricant de véhicules, et que vous devez former sur apprendre à peindre dans la cabine de peinture, eh bien, quand vous êtes en formation sur le terrain, vous immobilisez toute une cabine, donc il n'y a pas de véhicules qui peuvent être peints. Et donc ça, c'est un coût réel pour l'entreprise, alors que quand vous utilisez la réalité virtuelle, vous avez une première immersion qui peut réaliser 80% de la formation, et le temps que vous avez sauvé à produire des voitures pour qu'elles soient peintes, eh bien, vous amortissez très facilement l'investissement que vous allez faire dans le matériel. Donc, on va de plus en plus à ce que ça va devenir, là, il y a, comment s'appelle-t-il, Accenture qui a commandé 20 000 casques. Au-delà de l'effet d'annonce, il va bien falloir qu'ils fassent quelque chose avec. Et ça va être forcément pour de l'évangélisation, et ils vont rechercher activement des cas d'usage, si ce n'est des cas qui existent déjà. Le fait qu'il y ait de plus en plus d'entreprises aussi qui soient sur ce marché-là et qui arrivent à vivre et être pérennes, eh bien, ça signifie que le marché, lui aussi, est en train de devenir plus mature. Et là, je vous invite à regarder tout ce qui est la courbe d'adoption d'un produit. On a les early adopters, donc les tout premiers, ceux qui évangélisent un petit peu le marché, qui testent, qui payent pour apprendre de leurs erreurs. Puis après, vous avez une courbe d'adoption qui vient jusqu'à arriver à un niveau de maturité. Et ce qu'on a connu dans le smartphone, on va le connaître dans la réalité virtuelle et la réalité augmentée, même si ça sera au travers des casques. On peut s'attendre à une fusion entre les deux marchés. C'est que vous allez non pas avoir une information descendante dans l'adoption du produit, mais au contraire des nouvelles générations qui vont apporter de nouvelles possibilités. Et là, on sera sur une nouvelle courbe, mais avec un marché qui sera de plus en plus grandissant et de plus en plus exponentiel. Parce que de la même manière que le smartphone est rentré dans nos quotidiens à tous, on parle d'orthèse intellectuelle, parce où est mon téléphone? C'est devenu plus périn que où sont mes clés? Eh bien, on va avoir la même chose demain avec où sont mes lunettes connectées? Voilà, une petite vision du futur. Voyons ce que Apple va nous annoncer, mais effectivement, ça risque de s'y approcher. Merci beaucoup. Et pour conclure sur ce sujet de l'adoption, est-ce que tu considères qu'il y a des freins ou des accélérateurs à la mise en place de ces nouvelles technologies? Là, j'aimerais citer Yannick qui disait il faut mobiliser l'envie d'apprendre. Il faut pas, la technologie, quelle qu'elle soit, qu'on parle de data, qu'on parle de matériel, doit être au service de l'humain et au service de l'apprentissage. Donc, peu importe demain les solutions qui vont sortir, les valeurs ajoutées, les technologies qu'elles vont utiliser, il faut que pour l'utilisateur, ça soit seamless, c'est-à-dire qu'il ne se rende pas compte ou qu'on n'ait pas besoin de lui expliquer, sauf si ça l'intéresse, comment ça fonctionne. Pour lui, ça doit être naturel dans l'adoption. Donc là, il y a aussi un très très gros travail sur l'interface utilisateur. Et il y a un gros travail également sur l'interopérabilité. Antoine parlait des modalités. Eh bien, au sein des plateformes, qui sont aujourd'hui les plateformes de LMS qui se transforment en plateformes de LXP, donc les plateformes d'expérience, il faut que la modalité s'intègre dans le parcours, que la data soit capturée, bien sûr avec l'autorisation de l'utilisateur, mais pour apporter de la donnée qualifiée, pour permettre à l'organisme de formation, au CFA, aux directeurs formation et à leurs équipes de prendre les actions correctives ou d'accompagnement individuel ou collectif nécessaires pour s'assurer que la compétence se développe. En fait, un des freins à l'adoption aujourd'hui des technologies, que ce soit des technologies dans la tech, c'est qu'il faut pouvoir considérer l'individu au niveau de toutes ses particularités. Nous n'apprenons pas tous de la même manière, j'enfonce une porte ouverte, nous n'aimons pas le changement, c'est le propre de l'humain, et pourtant, et le Covid nous l'a montré, on a dû s'adapter. Donc le fait que tout le monde, aujourd'hui, sans concession de génération, de classe sociale, ait pu s'adapter à de la visio, montre que à partir du moment où l'interface, passer le téléchargement, est simple, et qu'on nous a montré, qu'on nous a accompagné sur comment accepter, comment faire rentrer quelqu'un dans la conversation, comment se muter, comment remettre sa caméra, eh bien une fois qu'on a compris la prise en main, les possibilités d'utilisation de ces outils-là sont illimitées. Et ce qui est important, parce qu'on reste des êtres humains, c'est de pouvoir garder ce lien entre nous. Et là, c'est mon point de vue, le blended learning, mélanger des modalités 100% digitales, intégrer de l'humain en présentiel ou en distanciel, reste
l'essentiel parce que c'est ce qui va permettre de toucher un maximum de personnes au niveau des sciences cognitives, au niveau de l'apprentissage, au niveau de l'accompagnement et du suivi. Merci. Je vais redonner la parole à Yannick parce que je sais qu'en plus, c'est des sujets qui te sont chers. On va repasser côté formateur parce que là, on parlait beaucoup de l'apprenant et justement du lien entre OF et nouvelles entreprises innovantes. Yannick, est-ce que justement toutes ces solutions, ce sont des opportunités, ce sont des dangers pour les formateurs? C'est une question volontairement polémiste. Je te laisse nous éclairer. Et oui, parce qu'en plus, on peut tout à fait voir les deux aspects. Et très clairement, on le sait tous, la transformation du marché de la formation qui est actuellement en cours fait que soit l'organisme de formation se transforme lui-même et va aussi transformer son modèle économique et va donc obliger ses collaborateurs à trouver une nouvelle place dans cette nouvelle distribution de la chaîne de valeur, puisqu'aujourd'hui, c'est plus simplement le contenu que l'on vend avec cette expertise des formateurs que l'on vend, c'est au contraire toutes ces modalités pédagogiques de pouvoir aller produire des ressources, produire des activités pédagogiques, garantir l'impact de ce que l'on a mis en place qui va être de plus en plus déterminant. Donc, dans des organismes de formation qui prennent cet apport de la tech en disant c'est une véritable opportunité pour pouvoir d'abord ne pas être éjecté du marché par tous les concurrents qui sont en train d'émerger, qui sont des nouveaux modèles qui viennent totalement squatter le marché financier sur lequel étaient ces organismes de formation. Eh bien, pour ces formateurs, il faut pour eux retrouver une place. Et c'est une superbe opportunité déjà pour évoluer dans leur métier, où leur valeur ne va plus être simplement dans leur expertise métier, parce que souvent, de manière historique, les formateurs sont d'abord des experts métiers à qui on a finalement fait développer des compétences pédagogiques. Eh bien, aujourd'hui, ils vont pouvoir aller sur soit le métier de concepteur pour aller participer à utiliser ces outils auteurs et tous ces outils offerts par la tech qui permettent d'aller produire des ressources et beaucoup plus encore produire des activités pédagogiques. Donc des choses qui vont être réellement utiles pour les apprenants. Ça, c'est le premier des métiers, être concepteur de ressources, de matériel pédagogique. Deuxième métier, on l'a tous dit parce qu'on est vraiment tous totalement alignés, tous les retours d'expérience le prouvent. Les dispositifs de formation utilisant le digital qui fonctionnent sont des dispositifs dans lesquels la place de l'humain est restée essentielle. Ça veut dire que toutes les modalités d'accompagnement des apprenants vont être à développer. Accompagnement sous forme de mentorat ou tutorat, c'est-à-dire simplement prendre soin de la personne qui est en train d'apprendre pour lui permettre de savoir qu'elle n'est pas toute seule, qu'elle n'est pas abandonnée, l'aider dans ses positionnements en termes d'objectifs à réaliser, l'aider dans sa méthodologie d'apprentissage, l'aider dans son organisation et l'aider dans le transfert qu'il fait, dans sa mise en situation, dans le travail. Eh bien là, ce sont des vrais métiers d'accompagnement entre pédagogie, je dirais même psychologie et expertise métier, qui sont vraiment des métiers qui vont se développer de manière très forte dans les années à venir. Et c'est une très très belle opportunité pour le volant de formateur de renouer avec le plaisir de l'humain, parce que lorsque l'on interroge les formateurs, eh bien on se rend compte que ce qui les motive à faire ce métier, ou ce qui les a motivés au début à faire ce métier, c'est bien la relation humaine, c'est bien la proximité avec les apprenants, et c'est ce qui leur donne plaisir encore aujourd'hui à faire leur métier, même quand ils répètent leur contenu. Donc, ça va aller encore plus dans ce sens. Donc, il n'y a rien à craindre, à condition de prendre les opportunités du digital comme une manière d'accélérer leur transformation de leur métier et non pas comme un danger qui les éjecterait. Merci beaucoup. Et Antoine, cette transformation du métier de formateur, est-ce que tu la constates au sein de l'entreprise? On parle beaucoup d'entreprises apprenantes. Est-ce qu'il y a un lien à faire justement avec la transformation de cette posture de formateur grâce au numérique?
Oui, oui, tout à fait. Effectivement, on voit que les pratiques des formateurs ont beaucoup changé avec alors déjà l'animation à distance, ensuite les parcours hybrides où le formateur va faire référence à des contenus digitaux que les apprenants ont pu consulter en asynchrone. Donc voilà, ça nécessite quand on est formateur, de savoir aller sur une plateforme, s'approprier des contenus, faire une remédiation ensuite avec des participants. Donc ce sujet-là de la posture du formateur dans des parcours hybrides, elle est un peu sous-estimée, mais en fait c'est un vrai sujet, je pense. Après, il y a le sujet de l'évaluation de la data. Est-ce qu'on le donne à des formateurs? Est-ce que c'est plutôt des coordinateurs ou des ingénieurs pédagogiques? Bon, tout dépend des modèles d'organisation. Et ce qu'on voit après comme autre évolution du rôle et des postures du formateur, alors ça c'est peut-être plus vrai en entreprise, mais à mon avis c'est quand même une tendance de fond structurante, c'est le fait que moi c'est ce que j'appelle les Dupont et Dupont de la formation, c'est l'ingénieur pédagogique et le formateur, le concepteur et le formateur. On a tendance un peu à les séparer, à avoir souvent une approche très, très taylorisée de la formation, où on a une petite équipe d'ingénierie pédagogique qui produit des supports très minutés, très timés, et des formateurs et des formatrices qui vont animer. Et en fait, je pense que c'est très compliqué aujourd'hui de complètement siloter les deux, parce que on se rend compte que la capacité à s'adapter au contexte, à s'adapter au confinement, déconfinement, elle est quand même très importante. Et donc, avoir des ingénieries pédagogiques ficelées à la minute près, avec des déroulés extrêmement détaillés, dans des contextes un peu instables, où il y a beaucoup de multimodalité, c'est quand même pas simple. Et je pense que les formateurs pourraient gagner un peu en compétences de conception. Et je pense que tout ingénieur pédagogique devrait avoir animé des sessions dans sa vie pour produire des choses qui sont réalistes en termes d'animation. Mais ça, c'est encore autre chose. Et après, un autre point, c'est que aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus d'outils auteurs et de solutions pour concevoir soi-même des ressources pédagogiques et des parcours de formation. Il y a une vraie démocratisation de ces outils-là. Finalement, c'est un peu ce que WordPress a été au site web il y a 20 ans, c'est un peu ce que PowerPoint a été il y a 40 ans ou il y a 30 ans à la création de présentations, où on peut aujourd'hui beaucoup plus facilement créer des modules e-learning, créer des vidéos, créer des quiz, créer des simulations avec Pitchboy. Voilà, et c'est quand même accessible aujourd'hui. Alors bien sûr, il faut se former. Voilà, on va pas faire ça en 3 clics. Et puis il y a un enjeu pédagogique derrière, mais c'est quand même beaucoup plus accessible et beaucoup plus simple qu'avant. Et ça donne beaucoup d'autonomie. Et on voit aussi que dans certaines entreprises, parfois, ce sont des experts métiers en fait qui sont cadrés et accompagnés et qui eux-mêmes commencent à créer des ressources et des contenus. Donc là, on va s'appuyer justement sur le savoir informel des salariés, on va s'appuyer sur ces gisements de connaissances qui sont distribués un peu partout, et on va essayer de les faire remonter, de les valoriser dans des plateformes pour ensuite les intégrer dans des parcours. Donc on parle souvent du formateur occasionnel, il va peut-être y avoir aussi le concepteur occasionnel demain. Et donc moi, je crois beaucoup à ces tendances-là, et c'est des choses qu'on commence déjà vraiment à observer dans des entreprises, clairement. Ouais. Super, tu parlais, merci, d'outils pour concevoir des formations. Il y a une petite brique en amont qui est l'orientation aussi, et en aval sur l'évaluation, tu en parlais un peu tout à l'heure. Comment les EdTech peuvent aider ou apporter des éléments sur justement l'orientation et l'évaluation, qui sont deux parties importantes de la formation. On pourrait faire un débat entier là-dessus, mais je vais essayer d'être synthétique, ce qui n'est pas mon point fort. Le premier, c'est déjà l'orientation au sens... essayer d'enlever toute l'autocensure et tous les biais et les croyances qu'il peut y avoir autour de l'orientation. Là, on n'est même pas dans la pédagogie, on n'est même pas dans la formation, mais c'est par exemple quand on regarde les études sur les candidats à la fac, en première année par exemple, on se rend compte que les bacs techno, par exemple, candidatent beaucoup moins à certaines filières alors qu'ils pourraient y être éligibles. Et en fait, c'est de la sélection par autocensure, en fait. Donc déjà, il y a tout le travail sur l'autocensure, les croyances. En plus de ça, on rajoute des questions de genre, d'égalité homme-femme. Donc déjà, ce sujet-là en lui-même, il est énorme. Et alors maintenant, il y a des heures d'orientation au lycée, mais je ne suis pas certain que ça change la donne vraiment. Donc la découverte des métiers, la compréhension des métiers, le travail sur ses croyances, sur déjà tout cet enjeu de préparation à l'orientation, c'est déjà un sujet à part entière. Et il y a d'ailleurs beaucoup de EdTech qui travaillent là-dessus. Donc ça, c'est un premier point. Après, une fois qu'on a fait déjà ce déminage qui est presque sociétal, qui va prendre 30 ans, mais qui commence à clairement bouger, il y a vraiment le sujet de l'orientation au sens, OK, j'ai un projet professionnel, j'ai identifié quels étaient les métiers, quelles sont les compétences associées, je commence vraiment à m'informer sur l'offre de formation disponible. Je sais si j'ai du CPF ou pas du CPF, si je peux faire une proa, pas une proa. Enfin, on rentre vraiment dans un parcours. Et là, l'enjeu est qu'il y a une offre pléthorique.
et que c'est pas simple de s'orienter, surtout quand on est harcelé au téléphone et par texto par des gens qui veulent vider votre compte CPF. Donc c'est pas simple. Et là, il y a une compétence. Pour moi, c'est une vraie compétence. C'est une compétence de connaissance de l'offre de formation, en fait, de juste savoir qui propose des formations, sous quelle forme, qu'est-ce que ça veut dire vraiment un parcours certifiant et diplômant. Aujourd'hui, beaucoup d'étudiants, alors c'est plus vrai pour les jeunes, hein, vont faire des parcours diplômants, mais qui en fait ne donnent même pas un vrai master, puisque ce ne sont pas des titres visés. Donc vous voyez, il y a beaucoup de ce monde de la certification, du diplôme, du titre, du niveau 7, niveau 4, c'est assez incompréhensible pour les non-experts, ça crée beaucoup d'opacité, et les gens sont un peu perdus, et quand ils sont perdus, soit ils font des erreurs, soit ils se rabattent vers des marques connues, et donc du coup, la puissance de la marque est très forte. Donc ça, c'est un deuxième sujet. Déjà arriver à trouver la bonne formation, et puis une fois qu'on est dedans, c'est le rôle de la société de formation, de l'organisme, c'est vraiment d'arriver à individualiser les parcours en fonction des besoins de chacun, des niveaux de chacun, via des positionnements de compétences, via de l'adaptive learning, via des débriefs avec des formateurs ou des tuteurs, ou de la formation en situation de travail. Et là, c'est vraiment de la médiation et de l'accompagnement pour aller arriver à individualiser sans non plus babysitter les gens, parce que j'ai parfois travaillé avec des organismes de formation dans des logiques de réinsertion, de préparation à l'emploi ou de personnes très éloignées de l'emploi. Et à mon sens, mais je trouvais que parfois on n'était pas loin du babysitting et pas forcément dans l'autonomisation des gens. Et je pense qu'on est dans un monde où l'autonomie, quelle qu'elle soit, va être de plus en plus importante, que ce soit l'autonomie intellectuelle ou l'autonomie du quotidien, on va dire. On est un peu plus livré à nous-mêmes sur tout un tas de sujets et c'est peut-être une méta-compétence ou une soft skill à développer en tant que telle, l'autonomie. Donc voilà, donc l'orientation, c'est déjà les croyances, l'information et après vraiment le parcours de formation lui-même. Et puis après, il y a l'évaluation en continu pendant le dispositif et en aval, l'évaluation du transfert, de l'insertion. Ça, c'est des choses que font déjà beaucoup les organismes de formation sur le taux d'insertion, ce genre de choses. J'espère que j'ai répondu à la question. Parfaitement, merci beaucoup. Et justement, je rebondis sur ce que tu disais sur la multitude des outils qui existent. Et c'est vrai, il y en a beaucoup, on le sait, que ça soit au sein du réseau ou en dehors. Oméric, question pour toi. Comment justement on peut faire pour s'y retrouver sur ce marché, vu tous les acteurs qui existent et tous les acteurs qui entrent chaque jour sur ce marché de la tech? Alors, il n'y a pas de secret, il faut faire de la veille, il faut demander des accès, il faut tester et après, il faut composer. Je pense qu'un des maîtres mots de ce qu'on dit tous les quatre, c'est le blended learning. Et il faut avoir une plateforme qui va permettre de créer de l'interopérabilité. Mais aujourd'hui, si on peut soit rester dans le schéma classique où on confie à un organisme de formation la création de son parcours dans son intégralité. Si par contre c'est les équipes en interne de l'entreprise, eh bien dans ce cas-là, il faut aller trouver le bon outil de conception pour créer sa vidéo pédagogique. Il faut avoir le bon outil pour l'évaluation. Donc soit on va composer avec différentes EdTech, hein, et on en a fait l'expérience par le passé, ça marche très très bien. C'est un peu plus long parce qu'il faut arriver à tout coordonner. Par contre aussi, on a la démarche avec l'appel à projet de Definum, qui a été lancé par le Haut Commissariat aux compétences, qui est d'après moi une tendance qui va être de plus en plus forte et qui est de créer des consortiums. C'est-à-dire de demander à des entreprises qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, qui sont parfois soit en compétition directe, soit en co-pétition, et bien là, d'arriver à se mettre autour de la table, de définir un planning, une roadmap, et d'aller créer une expérience qui soit la plus bénéfique, la plus prolifique pour l'utilisateur final, tout en combinant des technologies qui n'ont pas été conçues au démarrage pour travailler les unes avec les autres. Donc bon, on connaîtra en 2022 le résultat de ces consortiums, et sur les 3 années à venir. Mais on a aujourd'hui une tendance qui est de plus en plus forte, où on a une instance qui maîtrise complètement toute la chaîne de valeur, et des entreprises qui, elles, demandent toujours plus d'expérientiel pour apporter une adoption de plus en plus forte. Je pense que quand on investit une somme de X et qu'on voit qu'on a 30% d'utilisation de son parcours de formation, je pense qu'à un moment ou à un autre, on se pose un certain nombre de questions sur comment est-ce qu'on peut augmenter ce pourcentage. Et avoir donc des expériences de blended learning qui vont venir combiner des expériences de la EdTech venant de différentes industries. Et je rajouterais à ça, faire aussi garder ses yeux ouverts parce que la disruption vient de la bordure, c'est une expression figée, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri d'avoir des acteurs qui sont peut-être
du marketing, peut-être de la HR, qui vont venir proposer une offre complémentaire à forte valeur ajoutée dans des parcours EdTech. Merci beaucoup et je laisse Yannick rebondir. Et je pensais que tu allais aussi parler à tout le monde et dire à tout le monde aussi qu'ils ont un moyen. Hein. Tous ceux qui sont intéressés, qui cherchent des outils EdTech, ils peuvent aller sur le site de EdTech France et utiliser la cartographie que nous avons. Tout à fait. Une cartographie, ça n'a de valeur que s'il y a des moteurs de recherche qui permettent d'aller chercher l'information. Eh bien, là, dans ce cas de figure, vous avez un moteur avec une centaine de critères qui vont vous permettre d'aller identifier quels sont les acteurs qui interviennent sur chacun des domaines pour pouvoir prendre contact, aller sur les sites internet, tester, aller dans cette logique prospective hein, d'appropriation des outils, de découverte. Donc, n'hésitez pas, sur le site EdTech France, vous avez directement un onglet avec la cartographie mise à jour en permanence de tous les acteurs adhérents de EdTech France. Merci beaucoup Yannick, j'ai tellement le nez dedans qu'effectivement j'ai oublié le principal. On va commencer à prendre les questions du public et avant ça, une dernière question qui conclut un petit peu, je pense, l'intérêt de cet atelier et ce pourquoi on est là aujourd'hui, c'est peut-être les bonnes pratiques qui peuvent exister pour que start-up, EdTech et organismes de formation collaborent au mieux. Si Antoine, tu veux répondre en premier, et après je vous laisserai éventuellement rebondir Yannick et Omek. Oui, avec plaisir. Je pense que c'est un sujet important. C'est un petit peu comme finalement le sujet de l'open innovation dans les grandes entreprises. Je pense qu'il y a la première chose, c'est déjà de pas essayer de plaquer entre guillemets une start-up ou une EdTech dans un projet parce qu'on pense que ça va être bien, ou essayer de vraiment co-construire le plus possible et d'identifier vraiment quel est le besoin, en fait, le vrai besoin d'un point de vue pédagogique ou en termes d'évaluation auquel peut répondre un partenaire. Ensuite, je pense que le deuxième point, c'est de faire de la veille régulièrement, en fait. Plus on en rencontre, plus on voit, même si c'est des petites présentations assez courtes, ça permet de développer un peu plus la culture du marché, de mieux connaître les potentiels partenaires, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Ça permet de voir aussi l'évolution des produits, parce qu'une start-up, à un instant T, c'est un produit, mais 6 mois plus tard, le produit a évolué. 1 an plus tard, il a encore évolué. Donc, c'est intéressant de comprendre aussi la trajectoire dans laquelle sont les entreprises pour pouvoir voir comment elles évoluent. Et puis après, je pense que c'est intéressant de définir au début un petit périmètre pour se tester, apprendre à travailler ensemble, comprendre le modèle pédagogique de l'organisme de formation, comprendre le modèle technique de la start-up ou son modèle pédagogique si elle en a un, faire des retours d'expérience très, très fréquents et grandir comme ça, étape par étape. Pas forcément chercher à mettre la charrue avant les bœufs, pas forcément chercher à tout de suite vouloir déployer massivement quelque chose sans savoir communiquer, accompagner le changement, co-construire, à la fois avec le partenaire et avec l'interne, en fait, avec les ingénieurs pédagogiques, les formateurs, parce que si on leur impose un outil, ils ne vont pas forcément se l'approprier. On l'a vu avec les LMS. Donc voilà, c'est quelques exemples de pratiques qu'on peut partager sur ça. Vas-y Yannick. Dans ce travail de veille, moi, une bonne pratique que je vais vous conseiller, c'est aussi d'aller vous rapprocher de vos pairs, de tous les acteurs de l'écosystème. Il y a sur le territoire des hubs régionaux EdTech qui rassemblent des organismes de formation, des commanditaires, des entreprises, des formateurs indépendants, des financeurs et évidemment des organismes de formation et aussi des laboratoires d'enseignement, des grandes écoles, autant d'organisations qui toutes ont en commun de l'échange de pratiques pour pouvoir faire justement du retour d'expérience, pour vous permettre de vous laisser inspirer par les autres. Parce que ne perdons pas du temps à réinventer chacun dans notre coin ce qui peut être utile. Tous ces hubs régionaux EdTech eh bien, ont cette fonction d'aller aider à faire cette transfert, ces retours d'expérience entre les acteurs. Donc, rapprochez-vous. Il y en a en Hauts-de-France, en Normandie, sur le Grand Ouest, en Occitanie, sur le Pays Basque, sur le Sud, mais aussi à La Réunion, sur les Antilles. Donc, vous avez auprès de vous des structures dans lesquelles vous allez pouvoir trouver ces inspirations
avec tous les acteurs. Merci beaucoup. Une question maintenant qui nous ramène à un sujet qui n'a pas forcément été évoqué, celui des soft skills, enfin en transverse, mais pas forcément en détail. Sylvie nous demande si vous pensez que les formations transverses, donc liées au comportement d'entreprise, à l'intelligence émotionnelle, à la communication, vont prendre de plus en plus de place dans le futur. Je pense qu'on est tous d'accord, mais je pense que ça vaut le coup de revenir dessus. Ça, là-dessus, effectivement, je pense que c'est indéniable. Les compétences, les entreprises ont pris l'habitude de former sur les compétences, sur les gestes métiers, pour adapter un jeune diplômé, un collaborateur qui vient de rejoindre l'entreprise, à son besoin d'entreprise spécifique. Sauf que ce qui manque aujourd'hui, parce que la connaissance est de plus en plus omniprésente et facilement accessible, hein, et vous avez plein de plateformes qui sont des Wikipédia d'entreprise, où on peut retrouver l'information sans avoir besoin de demander ou prendre contact avec le service comptable ou un autre. Donc, la connaissance étant de plus en plus facilement accessible, ce dont on a besoin, c'est d'améliorer notre capacité d'échange, de transmettre l'information, de donner du feedback. Et ça passe par des sujets de leadership, des sujets de management, des sujets de gestion des objections si on est dans les domaines des commerciaux, enfin, tous ces sujets qui sont sur le savoir-être et pas seulement sur le savoir-faire. Donc oui, ça va devenir véritablement omniprésent et je pense également que sur le CV, demain, il y aura une nouvelle catégorie qui va prendre de plus en plus de place. Avant, elle était relayée dans un coin où on mettait ses soft skills et il va falloir pouvoir démontrer ou pouvoir expliquer comment est-ce qu'on a développé ces soft skills, pouvoir en faire la preuve, le témoignage en visio et en présentiel. Vas-y Yannick. Une des dimensions fondamentales de l'employabilité, le CDE l'a pointé en disant on ne sait pas encore projeter quelles seront les compétences techniques des métiers de demain, puisque déjà beaucoup de ces métiers n'existent pas encore. Par contre, ce que l'on sait, c'est que les compétences transversales de type la créativité, la communication, la coopération et l'esprit critique, auxquelles moi je rajoute l'apprenance, parce que c'est fondamental, puisqu'on va avoir à apprendre tout le temps, eh bien, ces compétences, il faut les développer en permanence. Et moi, ce que j'aime à dire, c'est ne séparons surtout pas les soft skills, les smart skills des compétences techniques. Profitons de toutes les occasions de formation sur des compétences techniques pour, en même temps, former à ces compétences transversales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, formateurs, nous devons intégrer dans nos pratiques pédagogiques que les activités, les mises en situation qu'on va proposer vont, en même temps qu'on forme quelqu'un à une compétence technique, développer sa communication, sa créativité, son esprit critique, sa coopération, bref, faire travailler les gens ensemble pendant les formations, les faire produire des livrables, les faire utiliser des sources différentes pour pouvoir trier et les faire ensemble faire des choses qui aient de l'allure. Et bien, si on fait ça, eh bien, on est en même temps qu'on les forme à n'importe quoi en train de développer leurs compétences soft skills, clés de leur employabilité pour le futur et pour dès demain on peut trouver un autre emploi et rester sur le marché du travail employable. Merci Yannick. Il y a beaucoup de questions sur votre opinion sur des formations en 100% en ligne, en 100% distanciel. Est-ce que ça vous semble satisfaisant? Si oui, qu'est-ce que ça implique en termes de changement de scénarisation? Donc votre avis sur justement ces nouvelles modalités 100% en ligne, est-ce que c'est pérenne ou est-ce que c'était simplement une réaction face à la pandémie? Antoine, tu as levé la main. Oui, effectivement, c'est une grande question, c'est la grande question du moment. Mais je pense que la question à se poser, c'est pas tellement est-ce que c'est satisfaisant, mais est-ce que ça répond à un besoin? Et en fait, ça répond à un besoin partiellement ou à certains besoins, en fait. Et donc, typiquement, quand vous êtes dans une zone géographique où l'offre de formation en présentiel ne correspond pas ou n'est pas de bonne qualité, quand vous avez un agenda qui ne vous permet pas forcément d'aller sur site pour tout un tas de raisons d'équilibre de vie pro-perso, parce que vous savez, vous aimez apprendre en autonomie à distance et vous savez être dans des communautés. Il peut y avoir plein de raisons, en fait, qui font que le 100% à distance répond à des besoins et donc correspond à quelque chose qui est pertinent. Après, le problème, c'est le 100% à distance subi. C'est typiquement les étudiants qui subissent du Zoom. Enfin, quand c'est subi et quand c'est
pas ingénieré pédagogiquement et que ça n'a pas été travaillé de manière pertinente. Et je pense que là, effectivement, c'est quelque chose que personne n'aime vraiment. Mais enfin, c'est un vrai métier, c'est un vrai savoir-faire, c'est des vraies compétences, c'est une ingénierie pédagogique à concevoir. Et là, comme ça marche. Mais effectivement, il faut qu'il y ait une adéquation entre ce parcours et le public cible. Et évidemment, quand on est avec des publics moins autonomes, moins habitués à se former à distance et qui faut en permanence remobiliser, évidemment, c'est plus compliqué. Et c'est là où la FES, le mentorat, le tutorat, qu'ils soient en présentiel ou à distance, fonctionnent. Et le 100% à distance ne correspond pas forcément à du 100% synchrone ou asynchrone. Il y a beaucoup d'éléments. Il faut décrypter. Le 100% à distance, ça peut être quelque chose qui peut être très individualisé, très personnalisé, avec beaucoup d'attention et d'accompagnement. Et en même temps, le 100% à distance, ça peut être exactement l'inverse. Ça peut être, tiens, on vous a mis une ressource en ligne, maintenant vous vous débrouillez. Donc, 100% à distance, ça ne veut rien dire. Il faut maintenant décrypter ça et dire, un dispositif de formation, c'est quelque chose dans lequel on va prendre soin de la personne, on va l'accompagner, on va lui donner de l'autonomie si cette personne en a envie et besoin, et avec un vrai mix entre des ressources qu'on lui donne et surtout une posture qu'on lui demande d'avoir. Donc, ça, c'est pas inclus par un canal, ça, c'est la pédagogie. Donc, il y a des canaux qui sont là. Ces canaux, il n'y a pas de bons ou de mauvais outils. Il n'y a que des bons et des mauvais usages des outils. Merci beaucoup Yannick. Je conclus parce qu'il y a la table ronde qui commence, donc un certain nombre de personnes commencent à nous quitter. Merci beaucoup à tous les trois, donc Antoine Amiel de Learn Assembly, Oméric de Start de Pitchboy et Yannick, coprésident EdTech France, expert en blended learning. Vous êtes tous les trois joignables sur LinkedIn et si vous voulez en savoir plus sur EdTech France, n'hésitez pas à venir sur notre site et à nous écrire via l'adresse contact. Donc merci beaucoup et on espère que ça vous a plu. En tout cas, ça avait l'air dans le chat. Donc merci à tous. Merci à tous. Merci. Et visitez la cartographie sur le site EdTech France. Exactement. Bravo.